Visiter le château de Chantilly, c'est faire un voyage à travers les âges et l'histoire. Chantilly fut d'abord un château avant d'être une ville. Construite sur un rocher parmi les marécages, au cœur de la vallée de la Nonette, la forteresse contrôlait la route de Paris à Senlis. Les Bouteiller, premiers seigneurs de Chantilly, avaient la responsabilité de la cave des princes à la cour des Capétiens. La bâtisse possède l'une des plus belles collections françaises de peintures anciennes et de manuscrits anciens. Le château reflète mieux qu'aucun autre site l'art de vivre tel qu'il s'est épanoui dans l'aristocratie française au XVIIe et XVIIIe siècle. Le domaine de Chantilly est aussi connu pour ses écuries, longues de 186 mètres. Elles sont considérées comme les plus grandes d'Europe. Le prince de Condé en était si fier qu'il n'hésitait pas à inviter ses convives sous le dôme haut de 28 mètres. Nicole Garnier est conservatrice du musée Condé depuis 1992. Gérer l'héritage du duc d'Aumale en respectant les volontés couchées sur le testament du prince n'était pas une tâche aisée. Nous sommes ici au cœur de la galerie de peinture, au cœur du musée Condé, au cœur des collections réunies par Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Le duc d'Aumale, né en 1822, est le fils du roi Louis-Philippe, le dernier roi des Français. Il commence une brillante carrière militaire dans les années 1840, célèbre par la prise de la Smala d'Abdelkader en 1843. Il est gouverneur de l'Algérie lorsqu'en 1848, la Révolution chasse son père, le roi Louis-Philippe, du trône. Le duc d'Aumale va donc s'exiler 23 ans en Angleterre. Et héritier des princes de Condé, à la tête d'une immense fortune, il va collectionner les tableaux, les dessins et surtout les livres, car il est surtout bibliophile. Cette collection, il va donc la former dans la seconde moitié du XIXe siècle, car il mourra en 1897. Et lorsqu'il pourra rentrer en France, après la chute du Second Empire, en 1871, il fera reconstruire cette aile du musée Condé, qui avait été rasée après la Révolution, pour installer sa collection de tableaux. Cette collection, le duc d'Aumale, il l'a constituée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, le duc d'Aumale a donné sa collection à l'Institut de France, mais par son testament, il nous a fait deux défenses très précises, ne pas prêter les collections hors de Chantilly et ne pas modifier sa présentation. Donc de ce fait, les tableaux sont présentés comme on le faisait partout au XIXe siècle, tant dans les collections publiques que dans les collections privées, c'est-à-dire bord à bord, à touche-touche, sur des fonds sombres avec un éclairage naturel zénital qui vient du plafond. La galerie de peinture présente 85 tableaux qui sont des chefs-d'œuvre, qui vont de Raphaël à Nicolas Poussin, en passant par Corot ou Delacroix. Une collection très riche qui est, dit-on, la seconde collection de peinture ancienne en France. Aucun document ne nous permet d'imaginer l'apparence du premier château de Chantilly. Il était construit sur un rocher de forme triangulaire émergeant dans la vallée de la Nonette. Pendant la guerre de Cent Ans, l'insurrection paysanne provoque en 1358 le pillage du château, qui est ensuite abandonné. Il est acheté en 1386 par Pierre d'Orgemont, chancelier du roi Charles V, qui commence à le faire reconstruire. Son fils Amaury achève le travail en 1393. Le château conserve encore son apparence médiévale malgré les interventions de la Renaissance. Il est ponctué de 7 tours de plomb circulaires, couronnées de chemins de ronde et de créneaux sous des toits coniques. Guillaume de Montmorency hérite du château en 1487. Son fils, compagnon d'armes de François Ier pendant les guerres d'Italie, fut séduit par l'architecture italienne de la Renaissance et décida d'adapter Chantilly à cette nouvelle mode. Sous la Révolution, le château, laissé à l'abandon après la Terreur, fut adjugé en 1799 à 2 entrepreneurs qui le démolirent pour en récupérer les matériaux. C'est le duc d'Aumale, qui hérite du domaine en 1830, qui fera reconstruire le grand château de Chantilly. Né de la volonté de Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé passionné de chevaux et de chasse à courre, les grandes écuries du domaine de Chantilly figurent parmi les plus célèbres du monde. Leur architecture grandiose en fait un chef-d'œuvre de l'histoire des arts. L'architecte de ce temple à la gloire du cheval n'est autre que Jean Aubert, l'associé de Jules Hardouin-Mansart, créateur des grandes écuries du château de Versailles.
Là, nous nous trouvons dans les grandes écuries des Princes de Condé. C'est un endroit absolument extraordinaire parce que faut imaginer qu'elle a été créée au XVIIIe siècle et uniquement pour des chevaux. Alors, les princes avaient des chevaux pour la chasse à courre. On chassait tous les jours en forêt de Chantilly. Ça, c'était vraiment la spécialité du lieu, puisque les Condé, finalement, n'avaient pas de pouvoir politique et Chantilly était un lieu de plaisir. Donc, il y avait 240 chevaux qui n'étaient pas du tout dans cette conformation-là. Ça, c'est une écurie du 19e siècle, puisque tout ce qui a existé au 18e siècle a été détruit pendant la Révolution. Il y avait 240 chevaux, donc il faut imaginer 60 de chaque côté dans les deux ailes, donc ça fait 120 par aile, par nef. Et ça devait être complètement extraordinaire, entre entendre les hennissements. Et puis bien sûr, il y avait des chiens pour la chasse à courre, il y avait jusqu'à 500 chiens. Alors, une centaine d'employés, 500 chiens, 240 chevaux. Il devait y avoir une vie exceptionnelle avec les attelages qui arrivaient, qui repartaient. Voilà. Et quand même, quand on arrive à Chantilly, on se demande si cet endroit n'est pas le château lui-même, tellement il est beau, majestueux. C'est vraiment un palais pour les chevaux. Dans le dédale d'escaliers et de couloirs, Nicole Garnier nous emmène à la rencontre d'une personne et d'un métier très important au sein du château. Alors, nous arrivons à l'atelier de restauration et nous allons voir Florence Adam, restaurateur de tableaux, qui est au travail sur un des petits tableaux italiens du XVIe. Bonjour Florence. Bon alors ce tableau n'a pas subi de restauration depuis très longtemps. Là tu récupères une œuvre toute fraîche, hein, mais avec pas mal de vernis. Qu'est-ce que tu as découvert là-dessus? Alors il y a du vernis et puis il y a aussi quelques repeints ponctuels. En fait, on les voit assez bien aussi aux UV en fait. Hein, c'est ces zones-là, ici, là. Là, c'est les petits essais d'allègement de vernis que j'ai fait. Donc, on voit que là, il n'y a plus de vernis, ici non plus. Et il y a quand même des repeints ponctuels. Hein, c'est les petites taches qu'on voit un petit peu partout sur les bords. Hein, ici aussi, là également. Il va beaucoup gagner en fait quand on voit les allègements. La manche par exemple va redevenir blanche alors que tout était jaune. Le visage aussi c'est flagrant. Il va être complètement transformé. Ah oui. Alors nous on vient de trouver du neuf. Hein. On a fait des recherches pour l'exposition et on ignorait la provenance du tableau et on vient de découvrir, donc grâce aux inventaires, qu'il a été acheté par le duc d'Aumale donc en 1855 à Londres, donc au début de l'exil anglais. Donc peu de temps après l'achat de la collection Salerne. Donc on a la notice du catalogue, on voit, donc il était attribué à l'époque comme étant César Borgia, tableau italien du XVIe. Donc on a un petit peu plus de précision sur le tableau maintenant. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire actuellement. Donc je remets mes lunettes hein, parce que ça me permet d'avoir un fort grossissement. Et en fait, donc, sur ce petit tableau, hein, ce panneau de cuivre qui est peint à l'huile, je suis en train d'alléger le vernis. Hein, parce qu'il y a un vernis très jauni, très important. Et donc dans ma proposition, j'ai proposé d'enlever ce vernis oxydé. Les différentes étapes, c'est d'abord le restaurateur observe l'objet hein, qu'il doit traiter. Et il essaie de reconnaître tous les accidents en fait, hein, et puis de reconstituer son histoire matérielle. Ça c'est fondamental. C'est là où intervient aussi le conservateur qui nous raconte son histoire. Donc c'est vraiment très important. Et puis ensuite, nous faisons des propositions. Et à partir de là, des propositions justement pour conserver l'objet dans le temps. Alors ça peut être plein d'interventions différentes, des petites interventions curatives, des interventions de présentation, beaucoup de choses différentes. Donc là, j'ai la chance de travailler sur un petit tableau qui est peint sur cuivre. Et c'est assez peu fréquent, enfin moi je n'en ai pas fait souvent, donc je suis très heureuse de pouvoir observer cette technique. Et alors ce qui est intéressant, c'est que grâce au binoculaire, quand j'ai regardé de très près, à fort grossissement, je retrouve ce que j'ai lu et appris, la technique pour préparer un panneau de cuivre et pouvoir peindre dessus. Alors en fait le panneau est griffé de façon à créer une accroche et que la peinture soit bien maintenue. De
De retour aux écuries, Sophie peaufine le dressage de son cheval. Chaque année, 2 grandes représentations sont proposées au public. Création contemporaine, costumes, jeux de lumière et musique redonnent toute sa splendeur au dôme, autrefois considéré comme un des plus beaux lieux des fêtes princières de Chantilly. Alors nous nous trouvons sous la coupole, on l'appelle plus communément le dôme, c'est vraiment l'endroit phare des grandes écuries. C'est la pièce maîtresse, le chef-d'œuvre absolu. Et c'est une salle qui à l'origine servait d'abreuvoir puisque il y a cette fontaine monumentale. Et donc les 240 chevaux venaient s'abreuver ici. Et c'est devenu donc en 1982 notre salle de préventation des chevaux. Et mon père a eu l'idée de créer des spectacles qui continuent, qui se poursuivent. Et c'est vraiment un bel endroit, enfin c'est même plus qu'un bel endroit, c'est un endroit absolument fou. On a toujours un choc de beauté, rien n'est moche. Et on n'arrive pas à se souvenir de tous les détails de ces statues un peu partout qui représentent des scènes de chasse. Et c'est à chaque fois un choc, vraiment quand on arrive là, cet endroit a une âme. Et c'est vraiment pour nous formidable de pouvoir présenter nos chevaux dans ce lieu. Et je vous dirais même que ce lieu magnifie les chevaux. Ils sont encore plus beaux sous le dôme. Ça c'est vraiment merveilleux. C'est bien, Vega. Les encourager. Là, le faire passer, continuer l'exercice en le faisant passer devant la zone qui l'inquiète toujours un peu. Et qui changera, parce que quand il y aura les chanteurs, vous voyez, là, il s'arrête parce qu'il a vu quelque chose. Hop, voilà, c'est bien. Et récompense. Hop, petit bonbon. C'est bien. Donc vraiment, en fait, dans notre métier, c'est qu'il faut qu'ils aient confiance en nous et que nous, on ait confiance en eux aussi. Mais il faut vraiment qu'ils se disent qu'il ne peut rien lui arriver. Et c'est pas parce qu'on lui demande cet exercice à cet endroit que c'est... Qu'est-ce qui peut arriver? Rien. Donc, il faut qu'il accepte. Au cœur des grandes écuries, Aurore Belle-Loubet nous ouvre les portes du musée du cheval. Au total, près de 200 objets et œuvres d'art, tableaux, estampes, sculptures, manuscrits, équipements équestres s'offrent à la vue des visiteurs. Alors nous nous trouvons au musée du cheval, au cœur des grandes écuries, au domaine de Chantilly. C'est un musée qui a ouvert ses portes en 1982 à l'initiative d'Yves Bien-Aimé. À l'origine, c'était le musée vivant du cheval. C'est un musée qui s'intéresse à la relation entre l'homme et le cheval à travers toutes les civilisations et sur une chronologie extrêmement large. Alors au musée, on retrouve toutes sortes d'objets. Par exemple, dans la première salle, cette paire de chevaux de carrousel, qui sont 2 œuvres sculptées en bois de tilleul au début du XXe siècle, réalisées à Philadelphie. On retrouve aussi des tableaux du XVIIe siècle qui représentent des chevaux du haras de Monseigneur. Et donc ces peintures, si elles ne sont pas du tout réalistes, insistent malgré tout sur les différences entre les différents chevaux, les différentes races de chevaux, pour vraiment distinguer les particularités de chaque race. Et donc on voit bien qu'on a un travail particulier sur les proportions des chevaux et les couleurs des robes de chaque animal. Et donc dans cette salle, on trouve aussi cette paire de chevaux cérémoniels, donc des chevaux en terre cuite, qui ont été réalisés en Chine entre le 6e et le 7e siècle. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des objets qui illustrent encore un autre pan de la relation entre l'homme et le cheval. Ici, ces objets qu'on dit cérémoniels sont vraisemblablement des objets qui ont été conçus pour accompagner le défunt dans sa tombe. Alors ici, on a une série de plaques qui mettent en scène et illustrent des figures de dressage, des figures de haute école. Et donc, cette discipline qui est si importante dans l'Europe du XVIIIe siècle. Alors ici, ce sont des plaques qui sont réalisées en marqueterie de pierre dure. Donc en fait, c'est une technique qu'on peut assimiler à la mosaïque. On découpe différents morceaux donc, de pierre dure, de différentes couleurs, et on les assemble pour créer des motifs. Il y a 270 ans, le premier prix du Jockey Club se courait sur la pelouse de Chantilly. En 1833, en rentrant d'une partie de chasse, de riches passionnés du domaine de Chantilly se lancent un défi et improvisent la première course à cheval. 3 ans plus tard, le Jockey Club est né.
L'hippodrome est la première enceinte sportive jamais construite. On y organisera d'ailleurs les premières parties de football et de rugby. La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6344 hectares. Elle fait partie du domaine de Chantilly et à ce titre est un site classé, propriété de l'Institut de France. Elle est gérée par l'Office national des forêts, suivant un plan d'aménagement tenant compte des enjeux paysagers, forestiers, écologiques, patrimoniaux et touristiques de la forêt. Nicole Garnier rejoint Mathieu Deldic, un des plus jeunes conservateurs du patrimoine de France. Ils font le point sur l'exposition consacrée au Grand Condé. Alors on a reçu ce matin les derniers prêts de l'exposition du musée du Louvre, des arts graphiques et des peintures du Louvre, le musée de Besançon, le Victorian Albert Museum. Donc on est en train d'accrocher les dernières œuvres. Pièce exceptionnelle. Exactement. Repérée par vous en Angleterre. Et donc tout va bien là, tout est là. Tout va bien. On a commencé à disposer la médiation, la signalétique et puis l'éclairage a commencé à être réglé. Ça c'est très important réglé. L'éclairage pour l'exposition temporaire. Donc la bonne nouvelle c'est que nous serons dans les temps et tout est bien accroché, tout se passe bien. Pour le Grand Condé, ça s'est passé à peu près il y a un peu plus d'1 an et demi, tout cela. Et très vite, on entre dans l'établissement d'une liste d'œuvres, c'est-à-dire établir la liste des œuvres qui vont être exposées dans l'événement. C'est ça qui permettra en fait d'établir les budgets réels. Exactement. Et donc de voir si on tient la route au niveau Voilà. de l'exposition financièrement, parce qu'évidemment il y a des contraintes techniques, physiques et financières, il ne faut pas se le cacher, dans l'élaboration d'une exposition temporaire. Et la difficulté, c'est de le rendre finalement abordable, accessible par le grand public. Ce n'est pas un livre, c'est une exposition. Donc c'est évidemment un exercice différent. Et donc il faut trouver des œuvres, il fallait trouver des œuvres significatives qui convenaient totalement au discours, mais qui avaient aussi un certain intérêt, notamment artistique, pour pouvoir évidemment rencontrer l'intérêt. Finalement, ça s'est fait relativement aisément, mais ça a été aussi quand même un cap dans la réflexion. Il ne fallait pas se laisser déborder par notre côté historien. J'ai éliminé les documents trop austères ou illisibles ou les gravures qui n'étaient pas assez parlantes pour se concentrer finalement sur, est-ce qu'ont vu les visiteurs, sur des grands formats assez colorés, assez spectaculaires. C'est résolument une exposition spectaculaire. Nous retrouvons Mathieu au musée des armées des Invalides. C'est un grand jour pour lui. Enfant, Mathieu tannait ses parents pour visiter le château du coin durant les vacances. Quand sa famille s'installe en Picardie, les détours par celui de Chantilly deviennent naturellement réguliers. Il veille aujourd'hui sur les trésors du duc d'Aumale. Alors, nous sommes ici devant le portrait du Grand Condé, peint par Juste d'Egmont, devant la bataille de Rocroi, qui est la première grande victoire du prince pour le compte de son cousin, le jeune Louis XIV, contre les Espagnols qu'il va défaire. C'est un tableau vraiment important, puisqu'il était commandé par la mère du Grand Condé, et il était destiné au château de Chantilly, où il était exposé jusqu'au XVIIIe siècle. Et grâce à l'exposition pour lequel ce tableau est destiné, l'exposition Le Grand Condé, ce tableau va regagner le château de Chantilly pour la première fois depuis le XVIIIe siècle. Le transport d'œuvres d'art est une activité complexe. Ce sont des opérations sur mesure qui exigent l'engagement et la coordination de plusieurs métiers. De l'emballage au transport, le risque d'abîmer l'œuvre est permanent. Une fois arrivées, les œuvres vont rester 48 heures dans leur emballage afin de s'adapter au climat de la salle du jeu de paume du domaine de Chantilly, où aura lieu l'exposition. Alors là, on est dans la salle du jeu de paume, là où va se dérouler l'exposition Le Grand Condé, et le tableau est arrivé du musée de l'Armée.
Et on est en train de le déballer afin de pouvoir l'accrocher. Donc c'est un grand moment qui est en train de se passer. Alors ici, on a déballé une carte de bataille, les batailles remportées par le Grand Condé lorsqu'il était jeune, en Allemagne, à Fribourg et à Philippsbourg. Et on est en train d'établir le constat d'état, c'est-à-dire constater l'état matériel de l'œuvre après son transport ici à Chantilly. Alors c'est une carte intéressante parce que dans la disposition, elle évoque les grandes peintures de la galerie des batailles du château de Chantilly, dont le peintre s'est inspiré pour ses compositions. Et d'ailleurs, on est ici justement dans la section qui évoque la galerie des batailles du château de Chantilly, avec ce système de scènes centrales et avec des scènes périphériques, tout accompagné de petits cartels qui dénomment les différentes batailles de cette campagne. On n'a pas budget par rapport à là. sport, de toute façon. En fait, elle est marouflée sur Elle est doublée sur une toile, c'est ça, oui. Et donc, elle a été restaurée au niveau de la marge supérieure. Oui. Je peux pas aller au deuxième trou. Premier alors. C'est celui qui est possible. Avoir le choix. C'est celui qui est possible. Attention au tableau derrière. Là, de toute façon, attends. Alors, c'est l'opération la plus délicate du montage, c'est le montage du drapeau de Rocroi, qui est un drapeau qui a été une prise de guerre par le Grand Condé lors de sa première grande victoire à Rocroi en 1643. Et c'est l'un des drapeaux les plus anciens conservés en France. C'est un drapeau qui représente l'aigle du Saint-Empire germanique avec le blason de la ville d'Augsbourg en son centre. Et donc on l'a restauré pour l'occasion. Il fait partie des collections du musée Condé et il va être suspendu dans les airs comme un vrai drapeau. Donc c'est très très délicat. C'est le moment le plus stressant de l'accrochage. Lolo, ça va? Lâchez-le pour qu'on voit. Mais c'est pas grave pour ça. Non, mais... S'il y a un petit... Ben non, c'est pas... Non, c'est même mieux. Ben oui. Tu l'as fait à 13. 13 et puis un retour en bas de... Le grand chef de guerre qu'était le Grand Condé savait aussi recevoir. À Chantilly, il organise de fastueuses fêtes. Là, il peut sa donation et cultiver une vie de cour plus libre et tolérante dans une sorte d'anti-Versailles. Très cultivé, curieux de tout, homme de conversation, grand lecteur, tous les grands écrivains du règne de Louis XIV lui sont liés. Molière, bien entendu, mais aussi Corneille, Racine, Boileau et La Fontaine. À la mort du Grand Condé en 1687, le plus bel hommage était venu de Louis XIV. « Je viens de perdre le plus grand homme de mon royaume. » Ils s'étaient réconciliés depuis longtemps. Mais comment oublier que Condé, après avoir été le plus grand capitaine du roi de France, était resté pendant 8 ans son pire ennemi. Nous sommes dans les appartements historiques des princes de Condé, dans l'aile la plus ancienne du château de Chantilly. Cette aile a été construite sous la Renaissance par l'architecte Jean Bulan pour le connétable Anne de Montmorency, connétable de France, compagnon d'armes de François Ier, ministre du roi, puis d'Henri II. Les princes de Condé ont succédé au Montmorency, au château de Chantilly, au XVIIe, au XVIIIe et jusqu'en 1830. C'est au Grand Condé, le principal d'entre eux, le prince cousin du roi Louis XIV,
que nous devons ce décor de tableaux de bataille qui retracent les différentes campagnes militaires victorieuses menées par le Grand Condé sur tous les champs de bataille d'Europe. Il va également convier sur ces terres d'innombrables artistes, parmi lesquels le célèbre Molière, mais également Racine, La Bruyère, La Fontaine, également Madame de Lafayette, qui dira « De tous les lieux que le soleil éclaire, il n'en est point pareil à celui-là ». C'est Léa Ferrez-Leguet, bibliothécaire, qui est en charge de l'extraordinaire collection d'ouvrages que cache le château. Donc vous êtes ici dans le cabinet des livres. C'est une pièce qui est visitable par le public tous les jours. Nous faisons nos prélèvements effectivement de collection plutôt le matin hors présence publique. Donc c'est une pièce qui contient 19 000 ouvrages, dont 1500 manuscrits, 700 incunables. Donc les incunables sont les ouvrages qui sont imprimés entre 1450 et 1501. C'est le berceau de l'imprimerie. C'est la pièce qui contient vraiment la collection précieuse du duc d'Aumale, le cœur précieux. Le duc d'Aumale a été un grand bibliophile toute sa vie. Il a commencé très tôt à acheter des ouvrages. Il s'est d'abord intéressé à la bibliophilie, il a étudié les livres et ensuite il en a acheté. Et c'est vraiment quelque chose qui le rend très attachant, mais aussi qui en fait un des plus grands bibliophiles de son temps, puisqu'il réunit une collection extraordinaire. Chaque livre qui est dans ce cabinet des livres est un livre précieux et a sa place. D'ailleurs, les livres ont été disposés par le duc d'Aumale, comme l'ensemble des œuvres du château de Chantilly, ils ne peuvent pas bouger. Donc vous avez effectivement la disposition que le duc d'Aumale a voulu. On va pouvoir effectivement discerner des grands ensembles intellectuels, le 16e, les manuscrits, les livres en langue étrangère. Mais c'est vrai que c'est une organisation, en tout cas, qu'on n'a pas encore réussi à discerner. Et comme on le voit ici, de toute façon, c'est plutôt une organisation esthétique et de format pour gagner un maximum de place. Nous sommes actuellement dans la deuxième bibliothèque du château de Chantilly, la bibliothèque du théâtre, qui est l'ancien théâtre des Princes de Condé, qui a été réhabilité par le duc d'Aumale en bibliothèque. Donc vous avez une architecture très 19e, avec les coursives, le fer forgé, et on a 3 niveaux. Donc on a dans cette bibliothèque environ 30 000 ouvrages. C'est la bibliothèque d'études du duc d'Aumale. Autant le cabinet des livres est vraiment la collection précieuse, vraiment le cœur précieux de sa collection de bibliophiles, autant la bibliothèque du théâtre va lui servir, avec tous les ouvrages qu'elle contient, à étudier ses collections. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le duc d'Aumale a réuni une collection extraordinaire, dont nous allons voir quelques pièces précieuses. Tout d'abord, un livre d'heures. Donc un livre d'heures, c'est un livre de prière à l'usage des laïcs, donc, qui ne sont pas religieux. Et c'est une pièce emblématique de chaque collection de bibliophiles. Chaque possesseur et chaque commanditaire choisit les textes qu'il veut mettre dans son livre d'heures, et c'est ça qui rend chaque manuscrit, donc, je le redis, un livre écrit à la main, donc chaque manuscrit unique. Donc on voit ensuite un manuscrit qui est extraordinaire, et par son contenu et par son contenant, puisque vous avez une reliure brodée aux armes de Marie de Médicis. C'est la deuxième femme d'Henri IV. C'est un des 10 exemplaires de reliure brodée 17e qu'on a en France. C'est une reliure exceptionnelle. On voit effectivement toutes les broderies sur la soie violette et l'incrustation de perles précieuses pour le M, le monogramme de Marie de Médicis. Je vais vous montrer une pièce imprimée qui est un des fleurons de notre collection, puisqu'il s'agit d'une des premières pièces imprimées connues. C'est ce qu'on appelle une lettre d'indulgence. Donc une lettre d'indulgence, c'est quelque chose imprimé donc, par l'Église pour absoudre les pécheurs qui vont effectivement, notamment, aller en guerre pour le compte de l'Église. Donc imprimé, et c'est le plus important, par Gutenberg dans les ateliers de Gutenberg. On a ici la date qu'on voit en chiffres romains, qui est donc 1455.
C'est effectivement un immense bonheur de venir travailler ici tous les jours, de manipuler les documents. Quand on se dit qu'en fait on manipule les documents qui ont été dans les mains des rois et des reines de France. On a François Ier, on a vu Marie de Médicis, Coligny. C'est toujours une grande émotion. Et effectivement, on a, grâce au duc d'Aumale, on a l'habitude de dire qu'on a la deuxième collection après la Bibliothèque nationale de France. Et c'est un joyau des bibliothèques en France. Nous sommes ici en présence d'un document de travail établi par Breteuil en 1742 pour le prince de Chantilly. Le jeu de loi est ici, comme vous l'apercevez, avec sa forme tout à fait caractéristique. Et nous allons passer sur l'autre plan pour vous expliquer ce que nous découvrirons tout à l'heure sur le terrain, c'est-à-dire la forme des cases, puisque chacune des cases doigts a une forme cylindrique. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est comment se terminait ce jeu de loi. Il se terminait par un jeu de bagues que vous découvrez juste au-dessus, qui est en fait un jeu de tir à l'oiseau. Alors, ces documents qui sont ici nous ont permis en 2014 et 2015 de pouvoir baser nos travaux de recherche archéologique qui nous ont permis de retrouver l'ensemble des fondations, des fabriques non existantes sur le jeu de loi, puisque détruites à la Révolution française. Nous sommes ici sur le jeu de loi du domaine de Chantilly. Ce jeu de loi a la caractéristique d'être le dernier grand jeu de loi encore existant en Europe. Le jeu de loi du domaine de Chantilly se situe environ sur 30 000 m², soit 5 terrains de football. La particularité de cette restauration, c'est que nous l'avons lancée dans les années 2014-2015 et nous avions la chance que 90% des bornes numérotées existaient encore, ainsi que 2 fabriques principales, le puits et le pont. Comme le pont que je viens de traverser, nous voilà ici arrivés sur la case du puits, la case 31 du jeu de loi. C'est la seule pièce unique avec le pont qui a résisté à la Révolution française. Et nous l'avons retrouvé donc lors de cette restauration en 2014-2015. Le Nôtre, qui réalisa ce grand parterre sur ordre du Grand Condé, vint à Chantilly vers 1662, accompagné d'une véritable équipe destinée à métamorphoser un site difficile. Pour ce faire, Le Nôtre prit un parti radicalement différent de ses précédentes créations. Chantilly sera le seul de ces jardins dont l'axe ne passera pas par le château. Ces jardins couvrent une superficie d'environ 5 hectares. Utilisant les nombreuses sources et les déclivités naturelles du terrain, Le Nôtre décide de faire partir la grande perspective axiale de la terrasse et réalise d'innombrables jeux d'eau. Un spectacle qui a un an de travail sur la préparation, la mise en scène, les numéros. Et sinon, pour les chevaux, il y a minimum 2-3 ans d'éducation. Et puis chaque année, le cheval apprend tout le temps. Donc
Donc chaque année, on essaye de rajouter un exercice qu'ils ne connaissaient pas l'année précédente. Et puis, oui, on dit qu'il faut 3 ans pour mettre un cheval. Le public dégage une certaine électricité, ça dépend des jours. Mais vous avez des gens où on sent que c'est très énervé, ou au contraire c'est très calme. Donc ça aussi, on est porté ou pas porté par le public. Et on va ressentir tout ça, et les chevaux encore plus. Donc il faut vraiment leur apprendre gentiment et qu'ils deviennent des partenaires, et surtout qu'ils aient confiance en nous. C'est là, le plus important, c'est cette confiance en nous. C'est un essai d'entrée pour la trapéziste, à cheval, avec cette robe. Va-t-on la garder ou pas? On ne sait pas encore. Mais voilà, on essaye tout. Et là, évidemment, il y a un 3e cheval qui va arriver, mais pour l'instant, on a prêté ce cheval à la voltigeuse trapéziste parce que c'est plus pratique pour le moment. Voilà, et vous voyez ces grands jetés comme ça qu'elle fait avec cette corde qui bouge, ça peut inquiéter les chevaux, donc il faut passer, repasser, repasser plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est pas du tout dangereux pour eux et qu'il ne faut pas s'en inquiéter et qu'au contraire, tout va bien. Dans la continuité des jardins se trouve le hameau. Le hameau de Chantilly comportait 7 petites maisons rustiques, dont 5 ont été conservées. Chacune d'elles porte un nom: salon, billard, salle à manger, cuisine et moulin. Le succès et la renommée de ce hameau inspirèrent la reine Marie-Antoinette pour son petit Trianon dans les jardins de Versailles. C'est là que l'on entend parler de la crème Chantilly pour la première fois. Son histoire est incertaine et ses véritables origines restent encore mystérieuses. L'invention de la crème Chantilly est fréquemment et à tort attribuée à Vatel dans les cuisines du château de Chantilly. Sa gloire et sa fin étrange firent beaucoup pour que la fameuse crème fouettée lui soit attribuée. Je vais vous présenter comment on fait une véritable crème chantilly. Donc il faut 20 g de sucre vanillé à arôme naturel, 20 g de sucre glace et 50 centilitres de crème fraîche crue. Et ensuite on incorpore de l'air pour monter notre crème. Alors notre crème chantilly est prête lorsque le fouet tient tout seul à l'intérieur. Donc Vatel était le grand cuisinier du prince de Condé à Chantilly pendant de nombreuses années. Et il s'est suicidé en 1671 lors où se présentait un banquet pour le grand Condé. Et il n'a pas reçu en temps et en heure ses crustacés, ses légumes, ses poissons. Donc c'était un grand déshonneur pour Vatel de ne pas pouvoir honorer le prince lors de ce grand banquet en 1671. Donc il a mis fin à ses jours. C'est Sophie Bien-Aimée qui nous ramène au cœur du château. C'est là qu'elle va régulièrement chercher l'inspiration. Nous sommes dans la galerie de peinture du musée Condé à Chantilly, au château de Chantilly. Et c'est vrai que c'est un lieu qui m'a souvent inspirée et je viens y chercher des émotions, des inspirations, des
Et en regardant les tableaux, je ne les admire pas en tant qu'experte de peinture, parce que ce n'est pas du tout mon cas, mais plutôt l'émotion qu'ils suscitent. Ou alors, par exemple, là, ces 3 chevaux, là, on est vraiment dans la... Enfin, quelques tableaux orientalistes, c'est une période que j'adore. Et je vais regarder les détails, comment sont scellés, bridés les chevaux, comment sont les personnages, comment ils sont habillés. Et ça va être très important pour essayer de refaire quelques petites reconstitutions historiques. Et puis, voir les détails qui pourraient peut-être être bien dans une scénographie, dans une mise en scène. Et puis aussi, parfois, je vais m'intéresser aux personnages qui sont passés à Chantilly, notamment quand on a fait le spectacle sur un prince russe à Chantilly. Il s'agissait du futur tsar Paul Ier, qui était venu sous le nom du comte du Nord avec sa femme, Marie Féodorovna. Et il se trouve que là, j'ai pu découvrir le portrait de la tsarine Marie Féodorovna, et je trouvais que c'était vraiment formidable de pouvoir... imaginer vraiment ces personnages, et la voici. Donc elle est au-dessus de Marie-Antoinette, et c'était intéressant. Ensuite, on est allé même en Russie voir le fameux palais de Pavel à Saint-Pétersbourg, et c'était, voilà, les recherches continuent. Nicole Garnier souhaite nous faire découvrir un lieu un peu secret du château. Nous sommes dans la petite singerie, un boudoir peint en 1735 pour la duchesse de Bourbon, princesse de Condé. Donc cette toute petite pièce qui donne sur les douves, sur l'étang, avec un grand balcon, la princesse devait prendre le chocolat, recevoir ses amis. Alors ce décor tout à fait amusant, tout à fait étonnant, n'est pas signé, il est uniquement daté, 1735. Il a longtemps été attribué à Jean-Antoine Watteau, le grand peintre de fêtes galantes du début du XVIIIe siècle, qui effectivement a souvent peint ce type de décor. C'était des travaux alimentaires fréquents que réalisaient les artistes. On le donne depuis la fin du XIXe siècle, avec plus de certitude, avec pas mal de probabilité tout de même, à Christophe Huette, un peintre animalier. C'est Christophe Huette donc qui a peint ce décor, qui nous montre les activités de singesse, comme on disait au XVIIIe siècle, car on ne parlait pas de guenons, aux 4 saisons de l'année, avec notamment des scènes de chasse, chasse à courre, scènes de vénerie. Et donc toutes ces personnes sont représentées par des petits singes, en fait, mais incarnant les actions d'une princesse de Condé qui l'automne va à la chasse, qui le printemps va accueillir des cerises dans son jardin, montant à l'échelle avec ses petits talons rouges, cependant que sous l'arbre, une de ses amies, portant une magnifique robe rose avec des dentelles et des perles, déguste une crème qui est peut-être déjà la fameuse crème chantilly dans une jatte. Donc elle a étendu un grand mouchoir sur ses genoux pour déguster cette crème. Et puis l'été, ces dames vont prendre leur bain. Alors elle quitte ses petits talons rouges, elle entre dans sa baignoire de cuivre, appuyée sur l'épaule d'une suivante ou d'une dame de compagnie. L'hiver, au contraire, on s'en va à patiner sur les douves gelées, occupation des princes de Condé. Et ça s'est fait à Chantilly jusqu'avant la dernière guerre. Et puis, en toute saison, eh bien, ces dames vont se faire manucurer, vont se faire coiffer par leur suivante. Ici, une charmante singesse qui est en train de se faire les griffes par sa dame de compagnie. Avec plus de 150 représentations par an, 20 chevaux et 7 cavalières, les grandes écuries sont un lieu de vie à part entière où se mêlent la passion du cheval et des arts équestres. Véritable institution reconnue pour le sérieux et la qualité de son équitation, les grandes écuries se distinguent par la passion des équipes, la recherche de l'excellence, le souci du détail et l'originalité des créations.
Ben voilà, on vient de finir le spectacle. On reprenait notre spectacle, donc c'est toujours. On a mûri ça dans l'été, on reprend, mais il y a toujours une petite inquiétude, savoir si ça va marcher ou pas, si les chevaux vont être bien ou non. Et là, c'était une bonne reprise. Tout le monde a retrouvé ses repères, ils se sentent plutôt bien. Les chevaux étaient, pour certains, extra, donc ça fait vraiment plaisir. Alors, quand on est dans un tel lieu, il y a un vrai plaisir. Je dirais pas vraiment une fierté, mais en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que ce lieu est pas innocent et qu'on se doit à ce lieu. Et en tous les cas, faire du mieux qu'on peut pour le servir. En fait, voilà, c'est plutôt ça. On a l'impression de servir ce lieu et de vraiment être à sa disposition, essayer de faire du mieux qu'on puisse, toutes. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est ça, cet endroit. C'est un lieu qui a une âme. On a parfois tendance à oublier qu'à seulement quelques kilomètres de ses plus grandes villes, la France possède un patrimoine historique impressionnant pour lequel des visiteurs parcourent le monde entier. C'est le cas du château de Chantilly. Peu de personnes savent que ce château cache en son cœur la seconde collection de peintures anciennes après le Louvre. Le domaine de Chantilly, ce sont surtout des histoires d'hommes et de femmes qui ont écrit notre histoire et ont fait de ce site l'un des joyaux du patrimoine français. Ils sont rois ou simples citoyens, mais tous ont marqué la vie du château. Le Grand Condé qui apporta à ces lieux le faste d'un château royal, André Le Nôtre qui dessina les plans des jardins. Il disait du grand parterre qu'il était celui qu'il préférait. Il y eut aussi et surtout l'œuvre d'un homme au destin exceptionnel, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, fils du dernier roi des Français. Ce prince, considéré comme le plus grand collectionneur de son temps, a fait de Chantilly l'écrin de ses innombrables chefs-d'œuvre et manuscrits précieux. Plus proche de nous, la famille bien-aimée, qui fit revivre les grandes écuries. Yves, le père, qui démarra avec 4000 francs et 3 chevaux en 1982, et Sophie, qui aujourd'hui a repris les rênes des grandes écuries. Et puis Nicole et Mathieu, qui sont les garants de la mémoire du duc d'Aumale, pour que les visiteurs puissent admirer la somptueuse collection de peintures du château. Et enfin Léa, qui avec passion prend soin de la grande bibliothèque qui renferme près de 60 000 ouvrages. Visiter le domaine, c'est faire un bond dans l'histoire de France. C'est aussi faire connaissance avec des personnes passionnées qui œuvrent jour après jour à prolonger l'histoire de ce lieu envoûtant.